Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Les négociations pour parvenir à un traité mondial contre la pollution plastique ont échoué dimanche en Corée du Sud. Les 170 pays devront donc se réunir de nouveau sous l'égide de l'ONU. Pendant une semaine, deux visions du monde se sont affrontées sans se réconcilier. D'un côté, la coalition des hautes ambitions, regroupant l'Union européenne et des pays favorables à un traité fort s'attaquant à l'ensemble du cycle de vie du plastique, de la production jusqu'à la collecte, au tri et au recyclage. De l'autre, les pays producteurs de pétrole dont est issu le plastique. Mais les 5 rounds de négociations ont quand même permis d'avancer. Pour en parler, Sur le fil a invité Isabelle Malsan, reporter chargée de couvrir l'industrie pour l'AFP à Paris. Nous avons pu la joindre en Corée du Sud, où elle a suivi la dernière semaine de négociations, un épisode préparé par Maxime Mamet. Sur le fil. S'il est encourageant de constater que certaines parties du texte ont fait l'objet d'un accord, nous devons également reconnaître que quelques questions cruciales nous empêchent encore de parvenir à un accord global. Ces questions non résolues restent difficiles et il faudra plus de temps pour les traiter efficacement. Comme l'explique l'ambassadeur équatorien Luis Bayas Valdivieso, qui présidait les négociations, il faudra encore de nouveaux rounds de négociations, même si le temps presse. Si rien n'est fait, la pollution plastique pourrait tripler à l'échelle mondiale d'ici 2060, selon un calcul de l'OCDE. Ça a un effet très positif, le plastique. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça a complètement transformé la société de consommation. On vit tous dans le plastique. Ça a permis la conservation des aliments, ça a permis l'utilisation en médecine, ça permet des tas de choses. Isabelle Malsan. Le problème énorme, gigantesque, c'est l'inflation de la production. Actuellement, on en produit 460 millions de tonnes par an sur la planète. Ça a été multiplié par 2 en 20 ans. Il y a même une ONG qui a calculé que c'était le poids de tous les humains sur Terre. Et sur ces 460 millions de tonnes, par an, je dis bien, il y en a plus de 90% qui n'est pas recyclé. Donc ça termine où tout ça ? Tout le plastique de tous les jours, il termine en décharge, il termine dans la nature. On en trouve au fond des océans, on en trouve au sommet des montagnes, dans les neiges éternelles. Et puis maintenant, on en trouve aussi dans le corps humain. Voilà, donc on a une planète qui est en train de se plastifier, si j'ose dire. Selon l'ONU, environ 7 des 9,2 milliards de tonnes de plastique produites entre 1950 et 2017 sont devenues des déchets. La pollution plastique peut modifier les habitats et réduire la capacité des écosystèmes à s'adapter aux effets des changements climatiques. Dans la nature, il y a les écosystèmes qui sont complètement altérés parce que ces déchets ne sont pas biodégradables, ils s'accumulent dans les sols, ils empoisonnent l'eau, ça c'est un effet assez majeur. Et puis après, dans le corps humain, ça crée des problèmes de santé monstrueux. Alors on n'a pas de rapport définitif scientifique qui nous dise exactement l'ampleur de l'impact du plastique sur la santé humaine. Là, pendant cette semaine à Busan, on a entendu des tonnes de choses, des médecins qui sont venus parce qu'il y a une grande convention de scientifiques qui sont là et qui suivent ces négociations, qui nous ont expliqué que les phtalates, les bisphénols, tout ça, c'était des produits très dangereux, ce qu'on sait déjà, nous, en Europe. Il y a plein de pays qui n'ont pas de régulation. Donc, on a de la médecine, on a de l'environnement, on a de la diplomatie, on a de l'économie, parce qu'on a plein d'acteurs économiques qui dépendent de tous ces produits pétroliers. Donc, il faut faire parler tous ces gens ensemble. Sauf que tous ces gens, justement, n'arrivent pas forcément à se parler. Selon Isabelle, les discussions se heurtent à 3 obstacles qui sont pour l'instant indépassables, avec 2 camps aux positions bien marquées. On en voit 2 grands, là, les pays de la haute ambition. Alors au début, ils étaient une 60aine. Ils sont dirigés par le Rwanda et la Norvège, donc un pays africain, un pays européen. Il y a tous les pays européens qui sont là. Il y a beaucoup de pays latinos. Il n'y a pas le Brésil, il y a les îles Pacifiques et puis toute l'Union européenne. Voilà. Et eux, ils veulent un traité très ambitieux qui couvre le plastique depuis sa fabrication, donc depuis les produits pétroliers, jusqu'au recyclage, jusqu'à la fin, le traitement des déchets. Pour ces pays ambitieux, les négociations doivent se fixer un objectif chiffré de réduction de la production de plastique sur le modèle des accords de Paris. En 2015, les pays avaient réussi à se fixer un objectif concret, maintenir l'augmentation de la température de la planète
en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Pour certains, dont le Rwanda, il fallait par exemple fixer la baisse de production de plastique à 40% d'ici à 2040. La coalition d'entreprises menée par Greenpeace demandait moins 75%. Et en face, il y a un petit bloc de pays du Golfe, l'Iran, la Russie. En anglais, ils s'appellent les like-minded, ça veut dire les pays qui pensent la même chose. C'est des pays où on vit de la rente pétrolière. Alors, ils n'ont pas été subtils du tout. Ils ont refusé en bloc tout ce qu'on leur demandait. J'ai entendu le délégué russe qui disait baisser la production de pétrole et donc de plastique, ça va signifier la pauvreté. Il niait publiquement qu'il y a un impact sanitaire, surtout cet amas de plastique sur le vivant. Et ils n'ont pas avancé d'un iota, je dirais. Ce premier point de blocage a particulièrement agacé des pays comme la France. Écoutez la ministre déléguée à l'énergie, Olga Givernet. Elle a pris la parole à la fin des négociations. Nous sommes inquiets face à l'obstruction continue des pays dits like-minded. Et nous savons qu'il s'agit certes d'une minorité, mais nous devons tout de même nous unir le plus possible pour faire avancer les choses. D'autres points de blocage sont aussi apparus, et notamment l'idée de la mise en place d'une liste de produits chimiques interdits dans la composition des plastiques. Des produits dangereux pour l'homme et l'environnement, comme les phtalates, les PFAS, les bisphénols. Les pays dits like-minded rejettent toute restriction à l'échelle mondiale et se retranchent derrière les réglementations nationales. Ils étaient épaulés par les quelques 200 lobbyistes des industries pétrolières et chimiques présents à Busan, selon le Centre pour le droit international de l'environnement. Enfin, plutôt que de réduire la production de plastique, l'industrie pétrolière a prôné tout simplement une meilleure gestion des déchets. Et là, s'est installée une troisième ligne de fracture entre pays riches et pays en développement sur la question du financement du traitement des déchets. Là, c'était plutôt une opposition nord-sud, c'est-à-dire qu'il y avait des pays européens qui disaient écoutez, pour le climat, on fait un gros effort parce qu'effectivement, on est historiquement responsable du réchauffement climatique, puisque c'est nous, les pays industrialisés, les premiers qui avons émis du CO2. Donc, on veut bien, avec ça, on veut bien participer à l'aide aux pays en développement. Mais pour le plastique, ils disent que c'est complètement autre chose. Parce que les usines de plastique, elles sont en Asie, elles sont dans les pays en développement. On estime que d'ici 2060, l'utilisation du plastique devrait exploser si rien n'est fait. La consommation de plastique devrait être multipliée par 3 en Asie et par 6 en Afrique subsaharienne. Alors, ils ne sont pas d'accord. Il y a eu des propositions de pays africains qui, eux, veulent la création d'un fonds international pour financer l'aide aux pays en développement. Il y a des pays comme le Panama qui avaient des positions très intéressantes parce qu'eux, ils sont aussi littéralement engloutis sous le plastique. Le représentant du Panama disait nous, on est un pays qui vit du tourisme, mais bientôt, on ne pourra plus vivre du tourisme parce que les touristes, ils verront plus que du plastique dans nos paysages. Alors, un accord est-il possible à terme pour réduire l'utilisation du plastique dans le monde ? Là, on avait mis l'ambition très haute puisqu'il y a 2 ans, on avait lancé les discussions en disant il faut qu'on parvienne à un traité dans 2 ans, ce qui est du quasiment jamais vu en termes de traité environnemental. La patronne de l'ONU Environnement, elle essaie de voir plutôt le verre à moitié plein en disant on a fait des progrès, on va faire d'autres séances et on va finir par y arriver. La chef du programme environnemental de l'ONU, Inger Andersen, à qui fait référence ma collègue, a affirmé que ce 5e round n'était pas un échec. Aujourd'hui, il y a beaucoup de délégués qui ont passé une semaine qui sont réveillés avec une gueule de bois et beaucoup de tristesse. Mais elle, la raison pour laquelle elle parle comme ça, c'est que c'est une vieille routarde des traités internationaux. Elle sait que ça prend beaucoup de temps. Donc, elle voit qu'il y a de plus en plus de pays qui sont dans cette alliance de haute ambition. Elle voit qu'il y a eu des appels très très forts de certains pays qui n'ont pas hésité à dire, je pense au Panama, le plastique on n'en veut plus, c'est terminé. Donc elle voit tout ça, elle voit la prise de conscience collective qui est en train d'avancer. L'ONU devrait organiser un nouveau round de négociations en 2025, mais pas sûr que la date soit plus favorable à un accord. Il faudra prendre en compte l'arrivée d'un nouvel acteur dans cette danse, le président Donald Trump, qui entamera son 2e mandat à la Maison-Blanche. Le président républicain a bien l'intention de relancer l'industrie du pétrole. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Je suis Emmanuelle Bayon. À bientôt.